Pendant les nombreux séjours dans le cadre de ma maîtrise au Panama, je me suis toujours posé la question s'il y avait aussi des frontières de développement ou frontières comme la frontière agricole ici au Québec puis au Canada. Premièrement, on peut regarder la définition d'une frontière de développement ou d'une frontière de ressources. Donc, il y a deux caractéristiques importantes. Premièrement, il faut qu'il y ait beaucoup de ressources naturelles, puis il faut qu'il y ait peu ou pas d'habitants, ce qui permet de la colonisation. Donc, on peut se rendre compte que le Nord québécois, par exemple, rentre très bien dans ces critères de frontières. Puis moi puis Catherine, on en a souvent parlé. Puis on a décidé que ça serait bien d'aller voir au 49e parallèle, donc la frontière au nord du Québec, pour voir comment les gens vivent là-bas, puis c'est comment être à la frontière au Québec. J'ai donc pris la route de l'Abitibi pour aller rencontrer des gens et discuter de cette idée de frontière de ressources dans le nord du Québec. On est ici à Pikaugan, une communauté Anishinaabe ou Algonquin du nord de l'Abitibi. Le territoire des Abitibi-Winnie se définit par ses cours d'eau. On n'a pas de frontières, on n'a pas de parallèles, on n'a pas de lignes. Le territoire des Abitibi-Winnie, à une certaine époque, couvrait la portion Abitibi et la portion au nord du 49e. En 1927, il y a eu la création de la réserve à castor Abitibi par un décret du gouvernement pour protéger le castor parce que le castor était menacé à cette époque-là. Donc, il y a eu une espèce de migration involontaire des gens d'Abitibi-Winnie vers le nord pour laisser place à la colonisation. En fait, c'est la colonisation qui a poussé les Abitibi-Winnie vers le nord. Comme on peut le voir, la colonisation au Québec a aussi un impact sur le peuple autochtone, comme c'est le cas au Panama aujourd'hui. Plus récemment, au Québec, le nouveau plan de développement économique, le Plan Nord, qui a maintenant changé de nom pour le Nord pour tous, implique des développements au nord du 49e parallèle, dont il va y avoir notamment l'ouverture de mines, puis la création d'infrastructures de transport assez importantes. Donc tout ça va avoir des impacts sur les gens qui vivent au nord du 49e parallèle. On a divisé ça ici avec les lignes rouges, environ à peu près 30 territoires familiales dans la réserve à castor. Chacun de ces territoires-là, lorsqu'on fait des consultations forestières, ont un représentant, lequel on convoque une à deux fois par année. Je participe à la planification stratégique régionale et un des points les plus importants dans la planification stratégique régionale, c'est l'occupation du territoire. Et lorsqu'un territoire n'est pas occupé, l'impression que ça me donne, et je l'ai entendu de vive voix, c'est que c'est un gaspillage de territoire. Ici, c'est intéressant car on parle de la même notion de territoire vide qui justifie la colonisation au Panama. Ce qui est un peu frustrant dans tout ça, c'est de savoir que le gouvernement sait que nos territoires sont au nord du 49e. Il nous consulte pour les coupes forestières, mais parce que notre village est au sud du 49e, le gouvernement ne nous veut pas dans le plan Nord. Donc, la dynamique de la frontière est là parce que c'est des développeurs de l'extérieur qui arrivent dans un milieu qu'eux considèrent vide. On a très bien vu en Amérique latine que ces milieux-là ne sont pas vides, sont loin de l'être, ils sont habités depuis très longtemps. Et c'est la même chose au Canada. Donc, le Nord, puisque c'est du Nord dont on parle en général, là, le Nord n'est pas vide. Et là, ça cause un ensemble de problèmes de développement. Et il faut peut-être revoir complètement notre façon de développer et peut-être que la frontière n'est pas la bonne façon.